Salut à tous, aujourd'hui on est avec Véronique Cohn. Véronique, tu es spécialisée dans les relations amoureuses, tu es psychologue et tu es également l'auteur du livre Quel amoureux êtes-vous? Et donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de relations, mais principalement du profil d'attachement, des quatre profils d'attachement qui existent. Donc on a l'anxieux, on a l'évitant, on a le désorganisé et on a le sécure. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que récemment, avec la rupture amoureuse que j'ai vécue, j'ai pu découvrir voilà, ces profils-là parce que je me posais beaucoup de questions justement sur le profil des personnes avec qui j'étais. Et donc, ben, j'en ai appris pas mal sur le sujet. J'avais envie justement de pouvoir faire partager ça à pas mal de personnes. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous offre une session déclic. C'est un appel offert qu'on a ensemble. Cet appel vous permet d'avoir plus de clarté dans votre situation et peut-être le déclic pour changer votre vie. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, Véronique, Oui, qu'est-ce qui t'a amené déjà à devenir psychologue spécialisée dans les relations amoureuses? eh ben, si tu veux tout savoir, en fait, j'étais d'ailleurs dans une période professionnelle où j'aimais bien ce que je faisais, j'étais compétente, mais voilà, je commençais à en avoir un peu marre. Je m'épuisais surtout physiquement. J'ai eu beaucoup de déplacements, j'étais formatrice en entreprise. Et donc, j'ai mon compagnon de l'époque qui m'a dit, écoute, si tout était possible pour toi, enlève toutes les peurs de manquer d'argent. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, quel serait l'idéal pour toi dans ta vie? Et moi, j'ai répondu, le thème qui m'intéresse le plus, c'est la vie amoureuse, parce que c'est ce qui m'a mis vraiment up toute ma vie ou down, mais c'était mon thème préféré. Il m'a dit, bah, écoute, c'est bien simple. Tu vas commencer par faire des conférences sur la vie amoureuse. Ouais, ça a commencé comme ça, en fait. Ok. Et du Et coup, après, ça a pris petit à petit. Mais tu vois, c'était une idée. Et si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais faire? c'est ça. Parce que j'avais entendu dans les vidéos que tu avais faites que tu étais un profil plutôt anxieux et plutôt dans la dépendance auparavant. Et tu Oui, as pu dépendant. transformer ça. Oui. Bon, j'ai quand même, tu vois, alors après, j'aime bien quand on dit tu guéris complètement. Non, je dis jamais on guérit complètement. Je dis on cicatrise, on atténue, on déploie ses ailes. Voilà, on travaille pour la dépendance, tu travailles vers l'autonomie. Donc c'est un chemin, puis c'est un chemin d'une vie. Après, est-ce qu'on libère vraiment tout par rapport à notre disque dur? Non, je crois pas. Mais ça, il y a des choses qui s'allègent. Il y a vraiment, voilà, on peut pas revenir comme avant. Ça, c'est juste pas possible quand on fait un travail de thérapie, quand on fait un travail sur soi. Tu peux pas revenir comme arrière. Mais tout libérer, j'y crois pas non plus, tu vois. Ok, bah justement, on va en parler. On va en parler justement relativement au profil d'attachement. Donc, il y a quatre profils d'attachement. Le premier, enfin, il n'y a pas forcément d'ordre, hein, mais donc on a l'évitant, on a l'anxieux, le sécure et le désorganisé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chaque profil, d'un Oui. peu On va finalement, peut-être commencer par le sécure parce que quand même, c'est celui qu'on aimerait tous avoir d'ailleurs. ça c'est Euh, sûr. donc, donc c'est l'attachement. Donc là, on reprend la théorie de Bowlby, hein, qui a en fait écrit cette théorie dans les années 60, etc. Donc c'est quand même ancien, mais ça a toujours un impact aujourd'hui dans la psychologie parce que on s'appuie beaucoup sur cette théorie pour voir les styles d'attachement qu'on a adultes en rapport avec notre manière de relationner avec notre parent pilier de sécurité quand on était tout petit. Tu vois? Mhm. Donc, en fait, quand on est enfant, vraiment petit, de 0 à 2 ans, on va avoir tendance à affecter un des deux parents, père ou mère, comme étant le représentant, le garant de notre sécurité, notre protection. Hein, voilà. Donc, ça va dépendre de justement par rapport à l'attachement, celui qu'on repère comme étant le plus apte à nous rassurer, à être présent quand on a besoin de soins, etc. Et donc, dans la théorie de l'attachement, l'attachement sécure qui représente pas tant que ça, hein, c'est même pas la moitié, c'est un tiers des personnes. C'est pas beaucoup quand même, hein, Quand tu dis un tiers, adultes, j'avais entendu hein. 50%, j'avais entendu une autre psychologue qui disait que c'était 50% plus ou moins de... Ouais, ouais, moi je ne crois pas que ce soit tant que ça. Parce que par observation, ou alors je me trompe parce que je vois beaucoup de personnes qui sont pénalisées dans les relations d'attachement adultes. Je vois plutôt des personnes qui sont pas si sécures que ça. Même si on a l'impression qu'elles sont sécures. En fait, tu sais, quand on se met dans un cadre ensuite de couple sécure, soi-disant bien cadré, souvent c'est parce que notre style d'attachement n'est pas très sécure à la base. Et donc, on s'arrange pour blinder, pour verrouiller, pour se mettre dans un cadre, la petite maison dans la prairie.
parce qu'au fond, on a besoin de la petite famille pour dormir sur ses deux oreilles. Tu vois. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais peut-être les statistiques, bon, tu sais, après, on ne sait pas trop. Et puis, donc, c'est l'attachement sécure, c'est on a eu un parent sur qui, quand, tu sais, l'expérience et la fameuse expérience témoin, où on met les enfants dans une salle, on demande à la maman d'aller faire un tour, aller avec son petit à sa petite, et puis on lui demande de partir dans la salle d'à côté sans crier gare. Et du coup, l'enfant, normalement, est censé jouer, il y a plein de jouets partout, donc l'enfant est censé jouer avec les jouets, explorer en fait. Mais l'enfant qui est sécure va justement être tranquille sur le fait que la maman s'absente, va pouvoir explorer et jouer tranquillement. Alors que les autres types d'attachements ne vont pas pouvoir générer ça. Les enfants, dès qu'ils vont voir la mère partir, même s'il y a des nourrices et des jouets partout, ils ne vont pas pouvoir jouer en fait. Ils vont pleurer, ils vont s'agiter. Voilà, ça c'est l'attachement qui va être plutôt insécure. Et l'attachement sécure, c'est l'enfant qui est tranquille avec le fait que la mère part dans la salle d'à côté et il a déjà intégré qu'elle va revenir, donc il n'est pas inquiet pour se livrer à des étrangers, entre guillemets, tu vois. C'est Voilà. ça. Donc, il y a assez peu. Donc, du coup, ces expériences-là prouvent qu'il y a des parents qui proposent un environnement plutôt soutenant, plutôt protecteur, plutôt répondant aux besoins de l'enfant petit. Et donc, ça va créer un attachement sécure pour l'enfant. Donc, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, tout est en construction au niveau neuronal. Donc le système nerveux voilà, se complète, les câblages, les inscriptions, enfin, tout se crée, la mémoire, enfin, tout se fait en même temps. Donc, sur un enfant, justement, qui a une base stable, une base de sécurité à peu près stable, tout va croître à peu près sainement. Et les autres, pas, moins. Donc, ça va créer évidemment des impacts. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ces expériences d'enfant, selon l'environnement qu'il a au départ, va laisser des impacts sur l'adulte et la relation qu'on a à nos attachements, mais pas tous les attachements, à nos attachements avec nos partenaires amoureux. Pourquoi? Parce que ça va réactualiser ces blessures de papa-maman, si tu veux. C'est ça que je Alors voulais que, préciser. C'est ça que je voulais préciser pour les et personnes qui oui, vont voir la vidéo, qui vont peut-être se demander si on parle juste de l'enfant. Mais non, en fait, l'idée, c'est que non, moi, j'ai pu découvrir via une rupture amoureuse que j'ai vécue il y a quelques mois, qui était très, très douloureuse, avec une personne qui n'exprimait pas ses émotions, qui était plutôt une personne qui fouillait en fait la situation. Du coup, j'ai découvert ces profils-là et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment des profils, c'est-à-dire des façons d'agir avec l'autre qui sont apparemment des conséquences des relations qu'on avait avec nos parents dans l'enfance. Donc, je précise juste ça parce qu'effectivement, c'est intéressant pour que les bah personnes oui. fassent le lien entre les deux. Mais du coup, le sécure, par exemple, donc, ça veut dire que, enfin, je suppose que ça veut dire que dans la vie adulte, il sera plutôt sécure dans sa relation amoureuse, plutôt Ouais, plutôt autonome. C'est quelqu'un qui ne rend pas les autres indispensables à leur vie. Enfin, pas les, oui, c'est ça. Et notamment dans la relation amoureuse de couple. Et même quand bien même, même en entreprise, même partout, c'est pas quelqu'un qui est, tu sais, en dépendance par rapport au regard des autres, très influencé par les autres. Alors voilà, ou toujours en train de courir derrière les signes de reconnaissance. Non, parce que c'est quelqu'un qui a une valeur, qui se valide dans sa valeur. Je pense que j'ai de la valeur, donc j'ai pas besoin de courir après la validation des autres. Et d'une, ni pour la protection, ni pour la reconnaissance. Il n'y a pas quelqu'un qui est censé me protéger pour ma vie. Je suis le responsable, je suis seul responsable à me protéger le mieux, c'est moi. À me reconnaître le mieux, c'est moi. Tu vois, ça va donner ça à l'intérieur. C'est-à-dire la sécurité va être à l'intérieur parce que l'environnement a donné suffisamment de soutien pour le socle de sécurité à l'intérieur. Donc, si tu veux, en neurophysio, on va dire que tu as le cerveau reptilien qui, pour les bases sécures, pour ces enfants qui ont reçu de la sécurité, le cerveau reptilien est plutôt tranquille. Il ne se met pas en branle toutes les 5 minutes. Pour les trois autres profils, il va y avoir de l'hypervigilance constante et des phénomènes justement où le cerveau reptilien n'est pas éteint. Donc, du coup, tu sais que quand le cerveau reptilien n'est pas atteint, qui est le cerveau de la survie, le néocortex, lui, il fait mal son boulot. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui résonne de manière pertinente, tranquille, il n'y a pas de danger, tout va bien, je peux me détendre. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Pour les trois autres attachements, profils d'attachement, anxieux, évitant, désorganisé, il va y avoir une forme d'hypervigilance constante. Et donc, ce que je disais, ils vont jamais pouvoir vraiment se relâcher, se relaxer. Ils sont toujours en mode danger, danger, danger. Mhm. C'est le problème.
C'est effectivement le problème. Est-ce que du coup, pour l'attachement sécure, par exemple, ça veut dire qu'il a obligatoirement eu au moins un des deux parents, ou en tout cas quelqu'un qui l'a éduqué de façon qu'il a quelque part soutenu, encouragé, ou est-ce qu'une personne qui a vécu des événements, enfin une enfance plutôt chaotique, peut quand même être sécure? Compliqué, sauf s'il y a de la résilience derrière. Euh, Tu vois, bon, tu connais les facteurs de résilience, il peut y avoir des tuteurs de résilience. Parfois, moi j'en ai qui sont, tu vois, à la DAS et puis après sont adoptés dans des familles, etc. Mais quand même, parce que les toutes premières années, tu vois, j'ai dit à 0-2 ans les expériences qui ont été faites, quoi. Donc ces expériences où la mère s'en va et revient, c'est là où ça s'imprime le plus, malheureusement. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle dans l'archaïque. C'est là où tout est vierge et se construit manifestement. Et il y a des zones dans le cerveau qui se construisent, mais qui parfois sont un peu après, c'est presque pas, il n'y a presque pas de plasticité neuronale sur cette affaire-là. C'est ça qui est embêtant. Donc, ça va donner des troubles. C'est pas évident de trouver des tuteurs des résiliences qui vraiment vont faire changer la base en sécure. Moi, je crois pas. Je pense que plutôt, ce n'est pas si grave si tu si as eu un environnement, justement, quand tu étais petit, qui n'était pas à la hauteur de tes besoins. Mais par contre, après, quand tu sais que tu es dans un attachement évitant, anxieux, désorganisé, c'est un peu plus compliqué, ben, tu vas faire en sorte d'éteindre cette histoire d'hypervigilance en faisant, bon, on va en parler, en guérissant les traumatismes, en faisant des trucs, mais il y a moyen ensuite d'atténuer, tu vois, d'arranger cette base. Mais tu vas pas passer d'une base, enfin, tu vois, insécure à sécure comme ça, hop, hop, hop. Parce que Non. c'était justement l'une de mes questions, tu vois, que j'avais préparée pour après, qui était notamment, est-ce qu'on peut effectivement changer de profil, par exemple, quelqu'un de sécure ou quelqu'un d'anxieux qui aurait vécu des événements, enfin, anxieux est déjà quelque part un peu troublé, mais disons insécure, qui aurait vécu des grosses, je sais pas, trahisons, des grosses difficultés amoureuses, est-ce qu'il peut devenir, par la force des choses, quelqu'un d'anxieux, par exemple, ou d'évitant? Enfin, un Bah, profil d'attachement anxieux ou évitant? euh, là, tu me parles de quelqu'un qui serait en mode méfiance, c'est ça, et qui passerait en mode évitant. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui, voilà, on prend un sécure, donc il a plutôt eu des basses scènes, c'est plutôt quelqu'un qui à la base est tranquille par rapport à lui-même. Mais disons qu'il Ouais. a vécu des relations amoureuses très très compliquées, des choses peut-être même parfois graves qui sont arrivées. Est-ce que c'est possible qu'il, quelque part, il switch, c'est-à-dire de sécure à anxieux ou à évitant par la suite? Non, tu sais, quand tu as quand même un profil sécure, c'est rare que tu te mettes dans des histoires invraisemblables parce que tu n'y restes pas en fait. Mhm. Je te dis, tu es un pilier, la sécurité, elle est inscrite un peu en toi et donc tu vas pas aller te mettre dans des relations où tu te fais harceler, où tu dépends de l'autre, où tu te fais trahir pendant 107 ans. Enfin, tu te mets pas dans des plans comme ça en fait. Ou Ok. alors tu y vas et puis tu mets tes limites, ou tu pars ailleurs, ou tu restes tout seul. Enfin, tu as de la marge, en fait, tu as des options, tu vois, pour les bases sécures. Ce qui n'est pas le cas des trois autres. Et je te rappelle qu'il y en a quand même beaucoup de profils qui se baladent dans les trois niveaux d'insécurité que la base sécure. Ouais. Justement, on va parler de ces autres profils-là. Donc là, on a vu le sécure. Qu'en est-il pour l'anxieux? Quelle est sa façon de réagir? Alors, le profil anxieux, c'est l'agrippement, hein. C'est l'enfant qui, maman s'en va, donc il ne veut pas lâcher, donc il va rendre l'autre indispensable, donc ça va organiser le terrain de la dépendance affective, hein, évidemment, hein. L'attachement agrippant, le surattachement, que j'ai appelé ça comme ça, donc manque d'autonomie, hein, donc c'est la dépendance, c'est tout petit, hein, c'est 0-2 ans la dépendance, hein, la dépendance à maman. Pour les petits, c'est normal d'être dépendant de maman parce ils vont pas fuguer et se retrouver tout seuls dans la nature, tu vois. Mais pour les adultes que nous sommes, envisager que sans notre partenaire privilégié, ça va être une catastrophe, c'est un peu embêtant. Donc, l'attachement anxieux, c'est l'attachement dépendant, hein. L'attachement des gens qui ne vont pas pouvoir imaginer perdre le lien. Ça va être compliqué de perdre le lien. Mais pas tous les liens. Le lien d'attachement privilégié sur lequel tu as jeté ton dévolu. Mhm. Évidemment, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, ah, mais moi, je suis très indépendant financièrement, je suis très indépendant au boulot. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est sur la relation affective, si tu veux, tu vois. On Mhm. est sur le transfert du parent primaire, tu vois, sur
la projection de ton partenaire. Tu projettes le parent sur ton partenaire que tu as choisi et élu. Et là, tu vas focuser en te disant, ah, c'est celui-là qu'il me faut. Sans lui, ma vie va être compliquée. Et c'est comme ça que tu le rends indispensable. Donc l'anxiété, elle est majeure. Elle est vraiment, c'est vraiment que du corps mental et émotionnel. C'est vraiment, j'imagine que si cette personne que j'ai choisie s'en va de mon champ ou en désire une autre, c'est comme si c'est la fin du monde. Il y a une obsession qui arrive, qui apparaît, des obsessions, des ruminations, une tension, une crispation, une hypervigilance, que je dis, une hypervigilance. Qui normalement, attends, l'autre, elle s'en va, tu vas pas mourir. Mais c'est inscrit dans le cerveau. C'est vraiment, c'est fou parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent en consultation avec des attachements anxieux, moi j'en ai un paquet, qui me disent, mais je comprends pas, parce que je sais pertinemment que voilà, si je le perds, ben, tout ira bien. J'ai même été célibataire, j'ai même vécu 2 ans toute seule, tout allait bien. Ben non, mais ben oui, mais non. Parce que ces inscriptions sont inscrites tellement tôt dans l'enfance qu'elles se réactualisent sans cesse. Elles sont délirantes, quoi. C'est comme une hallucination. Donc, c'est pas parce que tu sais que tu n'es pas en danger sans ton partenaire que tu t'agrippes pas pour autant. Tout à fait. Mais c'est comme j'explique souvent, tu vois, c'est comme les personnes qui fument. Est-ce que les gens savent que fumer tue? Bah oui, c'est inscrit sur tous les paquets, Ah, mais c'est pas au niveau conscient que ça se passe. Donc c'est pas non, au niveau du néocortex, enfin, du c'est ça. préfrontal, mais c'est vraiment au niveau C'est peut-être ça. du subconscient, enfin, des choses qui sont programmées en fait, qu'on a Ça. programmées, qui durent Donc là, c'est souvent pour ces personnes qui sont très anxieuses dans la relation à l'autre et ont peur de perdre le lien comme ça. C'est ça. C'est vraiment un travail de thérapie, c'est sortir de la croyance, j'ai besoin de quelqu'un pour être protégée, j'ai besoin d'un homme ou d'une femme pour être heureuse, sans Mhm. le couple, tout va mal. Tu vois. Le couple ici est utilisé pour le cocon, pour, pour renvoyer de la sécurité. Voilà. C'est ça. Alors comment quelqu'un qui est anxieux, donc là tu dirais que c'est combien de personnes de la population plus ou moins? Combien de pourcentage de personnes le seraient? Je sais plus, je me rappelle plus. Je peux pas te dire parce que je me rappelle plus, mais en fait, je vois que des gens comme ça. Donc, c'est toute la base de ma clientèle. C'est essentiel, hommes ou femmes, hein. Mais encore plus les femmes que les hommes, parce que les femmes ont tendance à mettre au centre la relation amoureuse et le couple. Mais oui, mais moi, après, je vais avoir un œil. Je ne veux pas te dire parce que j'ai l'impression d'avoir une déformation professionnelle, mais il y a plus d'attachement anxieux que d'attachement. Il y a à peu près, je pense, moitié attachement anxieux évitant, et après, les désorganisés, il y en a un peu moins quand même, Oui, c'est ça. plus faible. Moi, j'avais entendu dans une des vidéos, je sais pas si c'est toi qui en Ouais. parlais, je pense que c'est toi qui en parlais, tu disais que pour l'anxieux, quelque part, sa priorité dans la vie, c'est la relation amoureuse. Mais C'est-à-dire que c'est ça. ça reste Ben une oui, obsession, enfin pas une oui. obsession, mais en tout cas une priorité, quoi qu'il Une soit. direction, c'est un objectif. Mais parce que je crois que si j'ai un couple dans ma vie qui marche, alors en plus, réussite-échec, donc si mon couple marche, alors je suis en sécurité, alors je suis heureuse, alors je suis comblée, alors je vais partager, alors je vais avoir tout ce dont j'ai besoin, quoi. Je vais me compléter, tu vois. Donc c'est évidemment l'inverse du chemin d'individuation dans lequel la personne doit se rendre, en fait. C'est parce qu'elle n'a pas une base sécure, elle a une base anxieuse dans l'enfance, que justement, elle doit se rendre autonome. Donc, tant qu'elle n'identifie pas le problème, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent même pas voir qu'ils sont un tantinet dépendants, insécures, tu vois. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui font du déni par rapport à ça. Mais non, si je me trouve un couple, trouvez-moi la bonne personne et tout ira bien. Tu vois, c'est ça qu'elles veulent. Mais parfois c'est du déni et parfois c'est Ah aussi, ben complet, on n'a pas encore vécu l'expérience qui permet de se rendre compte, tu vois. C'est parfois au fil des ah, expériences amoureuses qu'on a. complètement. On en vit une vraiment où la rupture est atroce et là on se rend compte effectivement, on peut se rendre compte de ça aussi au fil du temps. C'est pas toujours qu'on n'a pas, enfin, parce qu'on peut aussi associer, tu vois, l'anxieux, donc le dépendant affectif, à quelqu'un qui a l'air un peu fragile comme ça, alors que pas du tout. Il y a Tout des à gens qui fait. ont l'air très forts, En enfin. général, c'est ça. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas, c'est que quand tu as une base insécure, tu vas te dire quand tu es petit, quand je serai grand, je vais prendre sur moi, je vais demander de l'aide à personne et je vais être très indépendant. Donc, ce sont des gens qui, en général, ont du soi fort à l'intérieur et qui maîtrisent plein de trucs, qui assurent partout. Mais c'est comme une cacahuète dans la relation amoureuse, tu vois, parce que ça va réactualiser les blessures. Ah oui, c'est d'une fragilité inouïe. Donc, dès qu'ils imaginent qu'ils ont chopé la personne qui va enfin réparer l'enfance, Ouais. voilà, c'est Sauvé. reparti. Donc là, ils vont accorder toute leur confiance. Et c'est là où le chemin de l'autonomie n'est pas cherché. C'est-à-dire, c'est vraiment la croyance, je vais faire ce couple et enfin, je vais avoir une belle histoire d'amour. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on sort justement
enfin, de ce profil? En tout cas, comment est-ce qu'on arrive à être se sentir plus à l'aise, moins insécure, donc du coup moins anxieux? Comment est-ce qu'on peut... Euh, dans les thérapies des traumatismes, hein, parce que ça s'appelle des traumatismes du développement affectif, hein. Et donc, je trouve que il y a des thérapies qui marchent mieux que d'autres. Et notamment quand j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la somatic experiencing et le NARM, qui sont des thérapies adaptées sur ces domaines-là. Mhm. Et notamment quand on va chercher à achever les réponses du passé qui n'ont pas pu être achevées. Par exemple, tes parents te négligent, ils sont jamais là, donc tu es amené à te débrouiller tout seul. Tu es hyper angoissé en fait parce que tu es tout seul tout le temps et donc tu dois te gérer alors que tu es tout petit. Ça, c'est un exemple. La négligence peut être un exemple d'attachement anxieux après, hein. Et donc, ou trop autoritaire, des parents trop autoritaires, donc tu dois prendre sur toi, etc. Et du coup, comment on fait? Ben, on va chercher à faire achever ces réponses de demande de lien, hein. J'ai besoin d'être protégée, qui est là pour moi, demander de l'aide. Je vais apprendre aussi à augmenter mes ressources, enfin à terminer ces réponses qui est, au lieu de jouer tout seul avec mes jouets et de m'en référer qu'à moi-même, je vais voir comment je peux trouver des réponses de fuite ou d'attaque, même d'attaquer mon parent que j'ai pas pu attaquer parce que je lui en veux. Il n'était jamais là, mais je n'ai pas pu me mettre en colère contre lui, ni l'agresser, ni m'opposer à ce parent-là. Donc, toutes ces réponses qui ont été inachevées dans le passé, en thérapie, on cherche à les achever par l'imaginaire. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme exercice à quelqu'un qui vient te voir et qui est anxieux, Alors, déjà, je ne donne pas un exercice d'emblée parce que déjà, il faut qu'elle identifie ou qu'il identifie le problème, qui est effectivement un manque d'autonomie, les croyances limitantes qui sont, je crois, que j'ai besoin d'un couple ou d'un homme ou d'une femme pour être bien ou pour être protégé, tu vois, des croyances qui sont complètement aberrantes. Déjà, il faut sortir de ça, hein, parce que tant que tu n'as pas déconstruit ce mythe du couple romantique sur lequel la plupart des gens s'appuient pour gérer l'insécurité, bon, déjà, tu es mal. Voilà. Alors déjà, il faut commencer par se dire, quelle est ma direction thérapeutique? Ma direction thérapeutique, il faut qu'elle soit vraiment un engagement de moi à moi pour sortir de ce truc de j'ai besoin de quelqu'un pour être bien. Voilà, augmenter mon autonomie. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, s'ils font des thérapies à moitié comme ça et que derrière, il y a toujours le rêve latent que la bonne personne se trouve à la croisée de la route demain ou après-demain, là, c'est pas la bonne, demain, ça va être la bonne, alors, on est reparti, il n'y a rien qui se règle, hein. Donc, le chemin, il faut vraiment que les gens soient d'accord déjà pour le contrat d'autonomie. C'est pas une mince affaire déjà, t'imagines? Mais toi, par exemple, qui était... Non, je suppose que c'est pas une mince affaire. Toi qui étais justement dans cette dépendance, et donc plutôt anxieuse, Ouais. aujourd'hui, est-ce que tu te sens autonome Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en thérapie sur cette question-là quand même. Tu vois, j'ai fait des années et des années. Après, j'ai fait plusieurs cycles de thérapie là-dessus. Et oui, augmenter l'autonomie, ça va passer par quoi? Ça va passer ce que je fais avec mes patients, hein. Ça va passer par un travail d'autoparentage. C'est pas la personne à l'extérieur qui va me parenter, c'est mon parent à l'intérieur qui va être en contact avec mon enfant libre et répondre à tous les envies et tous les besoins. C'est-à-dire, c'est moi qui vais, je suis celui ou celle qui va placer les ressources pour augmenter ma joie de vivre et pas l'autre à l'extérieur de moi. Ça ne veut pas dire que quand je rencontre quelqu'un, il ne peut pas m'animer, mais je ne vais pas l'utiliser pour faire Géo Club Med, si tu veux, parce que c'est ça qui se passe dans les attachements anxieux. Je vais utiliser le partenaire pour me rendre vivante, pour m'animer, pour me rendre joyeuse, m'envelopper, pour plein de trucs. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut trouver des stratégies. Pas de... Et oui, j'ai réussi, moi, à faire ça parce que je l'ai fait sur tous les besoins, tendresse, sensualité, sexualité, enveloppement, joie de vivre, enfin, tous les besoins, je les ai listés un à un et j'ai trouvé des stratégies diverses et variées pour combler mes besoins. Et encore maintenant, je continue de le faire, hein. et ça t'a pris Je combien n'oublie de pas, en temps? fait. Ok. Et ça t'a pris combien de temps pour être dans un, je Tu dirais, remontes sur ton bateau, il te faut au moins 2 ans pour faire des expériences d'exploration. N'oublie pas que l'attachement anxieux, c'est l'enfant qui ne peut pas jouer avec les jouets et qui s'agrippe à maman et qui pleure, qui pleure, qui pleure. Son maman veut partir. Donc on en est là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que l'enfant puisse librement jouer avec tous ses jouets. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es grand, tu dois commencer à explorer, à pouvoir être en capacité d'explorer le monde. C'est la démarche d'exploration qui n'a pas été réussie. Si je m'agrippe, je ne peux pas explorer le monde. D'accord? Donc explorer le monde, ça veut dire récupérer tes activités que tu aimes bien
démarrer des nouvelles activités ou des nouvelles relations avec des amis, avec plein de choses, rencontrer des groupes, faire tout ce que tu veux pour expérimenter des nouvelles choses, pour arrêter de penser que ce mec qui est parti ou cette nana qui est partie, c'est un drame, et que si tu n'as pas un prochain mec à qui tenir la main, tu es dans la merde. Ah ben, c'est ça le truc. C'est j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir la main. Non, tu n'as pas besoin, ma chérie, de quelqu'un pour te tenir la main. Tu as besoin d'expérimenter et de te rassurer qu'en faisant des explorations, tu vas te rendre la vie belle. C'est ça le truc. Mhm. Et ça prend 1 an, 2 ans, hein. Faut Ouais. pas- hein. Parce que tu C'est un dis, chemin. Mais il faut se faire accompagner et soutenir parce que c'est bien d'avoir une bonne mère ou, tu vois, ou un bon père, quelqu'un qui soutient les progrès. De nouveau, ça a manqué, ça, enfant, hein. ah oui. L'enfant se dit dans les attachements anxieux, je dois me débrouiller tout seul. Je ne dois pas demander d'aide. Je dois. Alors, soit je fais tout ou rien. Alors je dépends Attends, je complètement. ne dois pas demander d'aide. Soit je demande rien du tout et je prends sur moi, soit je prends un partenaire qui va tout réparer. Très Ouais, bien, quoi. ok. Mais tu disais que ça pouvait créer un sentiment de, euh, je sais plus comment tu as formulé ça, mais quelque part, ça crée un sentiment d'exaltation, le fait d'être en relation, etc. Et c'est vrai que quand on est en relation amoureuse, ça crée quand même une forme d'excitation, ça crée de la dopamine, enfin, c'est C'est plus excitant. que ça. Là, on est au-delà de l'excitation, la fusion. La fusion, c'est comme si tu as trouvé l'astuce pour réparer toute l'anxiété vécue, tous les vides vécus et toutes les zones d'impuissance quand tu étais petit. Donc, tu te dis, chouette, j'ai gagné le pompon. Enfin, je suis bien, ça y est, dans mes moments fusionnels, c'est la bonne personne. Et donc, après, tu ne peux plus le lâcher, hein. Tu te dis, Là où tu deviens hyper étouffant, comment tu peux justement trouver cette forme de fusion, j'avais déjà entendu en fait que c'était, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que c'était quelque part une forme de déconnexion par rapport à son âme en quelque sorte. complètement. C'est comme si tu laisses partir. Il y a une partie de ton âme qui est donnée à l'autre. Tu as ta moitié, la fameuse moitié. C'est comme C'est si tu ne trouvais pas. Est-ce que c'est un peu comme si tu ne trouvais pas intérieurement, tu vois, l'anxieux, c'est quelque ça, c'est ça. La fusion est en part avec soi. La lui-même. complétude est en soi. Tu as tout à fait raison. Donc, tu laisses un bout d'âme, un bout de toi là-bas. Voilà, reviens là, toi. C'est en moi que ça se passe. J'ai pas besoin. En fait, c'est pour ça qu'on dit, mais vous devez faire des explorations, des expériences, comme quoi vous vérifiez que en fait, vous n'avez pas tant besoin de cette personne. Arrêtez de vous raconter que vous en avez besoin, vous avez besoin. C'est pas vrai. Arrêtez C'est vrai d'être qu'on dans n'a une pas relation besoin d'une malsaine en plus, personne. parce que les anxieux, ils se mettent avec des évitants, comme par hasard, hein. Non, mais ils Ah vont pas ouais, se mettre avec c'est bien ça. des gens qui sont hyper rassurants. Non, un peu, mais pas tant que ça. Ils les rejettent, tu vois. Ils vont se remaltraiter avec des personnes qui sont plutôt évitantes ou contre-dépendantes, ou tu vois, tu en trouves plein qui veulent pas vraiment s'engager tout en s'engageant sans s'engager. Donc Ouais. là, il faut courir derrière, quoi. Mais justement, par rapport à ça, c'était une de mes questions. Est-ce que la personne anxieuse qui va du coup être attirée par un évitant, qu'on verra juste après, hein, le profil justement inverse qui a lui besoin de distance, qui va peut-être être avec quelqu'un donc qui ne veut pas s'engager, qui veut pas vraiment de la personne, mais qui continue, qui court quelque part derrière cette personne-là, est-ce que c'est un manque d'estime de soi? Oui. Et est-ce que c'est quelque part une impression qu'on mérite pas mieux quand on agit Oui, comme et ça? je crois qu'il n'y a pas mieux sur Terre. Voilà. Déjà, j'ai cette personne qui a l'air de m'aimer, parce que faut voir que les profils évitants, ils ne sont pas non plus non aimants. C'est-à-dire qu'ils ont leurs moments. Ils ont leurs moments où ils sont hyper présents, hyper fusionnels, puis il y a des moments, hop, au revoir. Oui. Donc, il y a de l'insécurité dans l'air. C'est pour ça qu'ils sont attachants, parce que c'est pas tout noir. Tu vois, voilà. Et donc, les profils anxieux vont courir derrière en voulant absolument retourner à ces moments de chouette, de fusion, etc. Et le truc, c'est qu'ils mettent pas bien leurs limites en acceptant tout et n'importe quoi et en croyant qu'effectivement, il n'y a pas d'abondance et que déjà qu'on a trouvé quelqu'un qui a l'air de m'aimer, alors on ne va pas en plus en rajouter, on ne va pas insister. Donc il y a le problème de la valeur en soi. Si je crois que j'ai pas vraiment de valeur, alors à ce moment-là, je crois effectivement, il n'y a pas tellement mieux. Il y a pas, comment je suis un mouton noir, hein, un canard, un vilain canard là. Donc comment tu veux que je trouve quelqu'un qui va me reconnaître? Parce que déjà moi, je me reconnais pas, hein. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, de nouveau, tu vois, c'est pas forcément conscient. C'est beaucoup des schémas de répétition et de programmation, tu vois. C'est que quelque part, quand quelqu'un a été, tu sais, maltraité dans son enfance, Ouais, ou, tu complètement. vois, c'est un peu le concept des femmes battues. On pourrait se dire, bêtement, Complètement. mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle reste et pourquoi est-ce qu'elle subit ça, pourquoi elle accepte ça? Mais c'est beaucoup plus subtil que Ah, ça. c'est archaïque, c'est des répétitions, c'est des engraves. C'est pour ça que je te dis, quand j'ai dit le petit ne peut pas se construire vraiment, il y a certaines zones du cerveau qui restent en jachère.
Je pense qu'il y a des trucs comme ça qui restent en trace dans ton disque dur. Et tu as beau des fois le savoir, c'est pour ça que j'ai dit on ne guérit pas de tout. On peut observer le conditionnement d'agrippement, qui est j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de manquer d'amour, en fait. C'est ça que dit l'attachement anxieux quand il est grand. Il se dit là, c'est à peu près, hein, mais c'est pas très sécure, mais c'est mieux que rien. Et demain, je vais manquer d'amour. Parce que j'ai manqué d'amour dans le passé, alors demain, je vais manquer d'amour. Tu vois, c'est passé, projeté dans le futur. Donc, Mhm. incapacité à se maintenir dans le présent. Bon, c'est très difficile de se maintenir dans le présent, mais c'est là où toutes les traditions spirituelles, c'est là où la spiritualité peut aider par rapport à la thérapie. À un moment donné, arrêter de passer son temps à se projeter du manque d'amour dans le futur. Revenons là, ici tout va bien. Mais c'est facile à dire. Tu vois, après, c'est un chemin. Là, C'est je ça. te donne les clés en 30 secondes, mais c'est pas non plus des recettes magiques, si tu veux. C'est ça. Et puis, il y a effectivement des niveaux, hein. Je pense qu'on n'est pas tous anxieux. Si on devait mettre Évidemment, une échelle de il y a 1 des à types 10, on n'est pas tous à d'anxiété 10. bien sûr, il y a des personnes qui reviennent de loin. On peut comprendre qu'avec tous les drames qu'elles ont eus dans leur enfance, dire, elles ont du mal à se rassurer toutes seules. Elles ont toujours besoin d'imaginer qu'un jour, il y aura une bonne personne qui va voilà, les rendre heureuses, quoi. Mhm. Ou les faire se sentir exister. Des fois, c'est simplement, quelqu'un va me faire, j'ai au Club Med, va me faire me sentir exister, m'animer, tu vois. Ouais, Parce que je ouais. ne sais pas m'animer toute seule, en fait, hein. Donc c'est ça, c'est pour ça. Est-ce qu'on arrive à s'animer tout seul? C'est ça, mais là, tout seul, ah bah, tout seul, c'est pas tout seul sur Terre, tout seul avec plein d'autres, avec des autres, avec C'est tes ça. cercles d'amis, avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles activités, enfin, avec un métier qui te plaît. Enfin, en fait, il est demandé de revisiter toute ta vie, en fait, toutes tes modalités fonctionnelles dans ta vie, pas juste la sphère amoureuse. La sphère professionnelle, est-ce que tu imagines du matin au soir, tu es là en mode, oh là là, qu'est-ce que j'en peux plus. euh, tu perds de l'énergie. Donc après, quand tu n'as plus d'énergie vitale, qu'est-ce que tu fais? Tu t'agrippes au partenaire. Parce que lui, c'est la seule carotte. Bon, tu vois, c'est globalement qu'il faut revoir qu'est-ce qui se passe, où c'est qu'il y a des fuites d'énergie, pas juste sur un espace. En général, les gens qui souffrent, ils sont un peu anxieux un peu partout. Ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de manquer d'amour, ils ont peur de manquer de ceci. Donc, peur de manquer d'argent, tu te retrouves dans un métier où tu t'éclates pas trop en général. Et ça, je sais parce que du coup, je les accompagne, hein, ces personnes. J'accompagne pas mal de personnes justement à trouver leur voie, à se reconvertir. Et ce que Voilà. j'explique souvent d'ailleurs, c'est que en fait, ça a aussi des répercussions sur la vie amoureuse. Tu vois, des fois, tu as des gens qui restent dans un métier, qui se disent, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai ma relation à la maison. Sauf que quand tu as passé une journée dans un métier que tu n'aimes pas ou avec des gens avec qui ça se passe pas bien, etc., et que tu traînes ça pendant des mois et des mois, en fait, tu répercutes ça le soir quand tu rentres à la maison forcément. Et donc, tu Bah oui. fous aussi en l'air ton couple. Donc, quelque part, il y a un travail. Ah bah c'est global, hein. Voilà. C'est apprendre à se rendre heureux et lâcher les peurs de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de tout. C'est une vraie démarche, l'autonomie. C'est pas juste sur un plan, quoi. En général, l'anxiété, tu sais, ça se pose partout. Donc, avec des projections d'un futur catastrophe. Une incapacité à rester connecté dans le présent et à être juste là, à profiter de ce qui est disponible maintenant. Tu vois, je vois même pas ce qui est bien, ou alors j'évalue que ce qui est là maintenant, je bois une tasse de thé, c'est super, ça sent bon, c'est du thé au jasmin. Non, non, c'est beaucoup moins bien que si j'étais avec le copain, avec machin. Enfin, c'est beaucoup le mental hein, qui joue des tours hein, dans ces C'est affaires-là. le mental et puis c'est la société aussi qui véhicule avec dans les films, voilà, l'idée du prince et de la princesse, Alors là, ça aide pas, hein. de- Là, le mythe romantique du couple, oui, bah, ça c'est sûr, hein, la petite famille, le couple qui va tout réparer, tout régler. Non, mais ça c'est sûr, ça aide pas du tout. Ça aide pas des gens à être autonomes. tout à fait. On se saisir de cet égrégore pour dire, ah bah oui, mais les copines, elles l'ont et pas moi. Ouais. Et puis on ne sait pas ce que les gens vivent aussi, tu vois, parce qu'on a C'est l'impression parfois pas, mais en qu'il y plus, a des c'est même pas personnes. complètement. Mais à chaque fois, je leur dis, bon, écoutez, vous allez prendre un micro, puis vous allez interviewer derrière la façade d'apparat, là, tout va bien, on est en couple parfait, tout est magnifique. Faites des interviews, vous allez voir, hein, si vous sondez vraiment, quand les gens arrêtent de se montrer tout sourire, enfin, je veux dire, il y a pas que des moments chouettes hein, dans le Non, couple, non, il y a bah, des ça moments fait partie de la difficiles. vie. Et c'est comme si celui qui est anxieux, là, en mode dépendance, il veut pas voir ça, hein, quelque part, hein. Il se raconte des histoires en disant les autres s'éclatent et pas moi, pourquoi moi j'ai pas le droit à ma belle histoire. Mais c'est pas la direction thérapeutique, c'est de se rendre autonome, et ça veut pas dire de faire seul, ça veut dire de passer de la dépendance à la contre-dépendance et de la contre-dépendance à l'indépendance
C'est-à-dire, je peux faire seule, sans personne, mais ça ne veut pas dire d'en rester là, pour ensuite passer à l'interdépendance. C'est-à-dire, quand je vais être en relation avec quelqu'un, je peux être à la fois seule, tout va bien pour moi, mais si tu es là, c'est plus chouette. Mais tu n'es pas indispensable du tout à ma vie. Oui, C'est la différence. c'est ça. Oui, parce que si une personne n'est pas indispensable à notre vie, malgré tout, les relations sociales restent indispensables à l'épanouissement d'un être. Indispensable, ou c'est super agréable. Enfin, on va pas se leurrer. Une des plus grandes ressources qu'on a pour aller bien, c'est la relation, la connexion à l'autre. Une connexion bienveillante, chaleureuse, aimante et authentique. Et ça, on Donc, en a on va s'en besoin. priver. D'accord avec Hein. ça. Je veux dire qu'on en a besoin. On ne peut pas non plus vivre sur une île déserte tout seul. On peut, mais c'est quand Alors, même ça dépend des profils, parce que les évitants, ils sont plus aptes à vivre tout seuls. Hein. Donc, tu vois, on ne justement. peut pas parler pour une généralité. Il y a des personnes qui, au contraire, sont vite encombrées par les autres et qui préfèrent la solitude au lien qui les envahit, en fait, hein, qui les parasite, qui les pollue. Donc, tu vois, ça dépend qui, encore. C'est ça. Mais justement, du coup, parlons du profil évitant. Comment est-ce qu'il est, ce profil? Donc, évitant, c'est-à-dire il met à distance. Il aime bien par moment, c'est quand il le sent par moment, c'est écrit ouvert, fermé, ouvert, fermé. Donc, l'évitant, c'est celui qui a eu besoin de repousser le parent quand il était petit. En tout cas, s'il ne pouvait pas le faire physiquement, il le faisait dans sa tête pour pouvoir survivre. Mhm. Et donc, il est indispensable de pouvoir, quand il est grand, toujours refaire ce geste. T'entends, hein, un peu, mais pas trop. Hein, vite, tu repars chez toi là-bas, parce que là, tu m'envahis, tu vas attendre des choses de moi, tu vas vouloir avoir un plan, et moi, j'ai pas envie trop de m'adapter, ou je vais m'adapter, puis après, ça me fatigue, je vais répondre à tes attentes, ce que fait souvent l'évitant, il commence à répondre aux attentes de l'autre. Et puis après, il n'en peut plus, puis après, il le met là-bas. C'est-à-dire là-bas, c'est-à-dire je donne plus, par exemple, on le voit beaucoup sur aujourd'hui les iPhones, enfin les téléphones. J'envoie plus de messages, quoi. Tu m'envahis, donc je réponds plus. C'est ça. Je répondrai quand je le sentirai. Donc je te réponds un jour sur trois, enfin des trucs comme ça. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué à gérer pour un anxieux. Ah bah alors là, Je me posais justement la question par rapport à l'évitant. Est-ce que quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne veut pas vivre avec la personne, par exemple, est forcément évitante? donc, bon, déjà aujourd'hui, vivre avec quelqu'un, c'est bon, sauf si vraiment tu veux faire des enfants, c'est mieux d'être sous le même toit. Il y a beaucoup de couples qui ont déjà divorcé, tout ça, qui n'ont pas envie de vivre sous le même toit. Donc ça, c'est une modalité qui est un peu à la mode aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément des personnalités évitantes, tu vois. Ok. Donc Voilà, ça c'est. quelqu'un d'anxieux peut ne pas vivre, ne pas vouloir vivre avec la personne sous le même toit, par exemple. Ils ont quand même une tendance à vouloir, en tout cas, dormir souvent avec, le voir souvent. Ils sont quand même assez fusionnels, hein, les anxieux, il faut avouer. Mais les anxieux qui ont vécu des expériences justement malencontreuses, ensuite, la bascule, c'est qu'ils vont vouloir devenir des évitants. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oh là là, j'ai trop galéré. Maintenant, moi, c'est seul. Je vais apprendre à être seul et je vais faire comme ça, en fait, tu vois. C'est pas très sain non plus, mais c'est souvent le cas. Mhm. Donc, ils vont basculer dans l'autre camp. Et là, tu me demandais, les évitants, s'ils ont envie d'être. Bah, eux, ils n'ont pas envie d'être tout le temps avec l'autre. Hein. Ça les arrange bien de les voir un peu, mais pas tant. Ils ont Ouais. des périodes, tu vois. La question, c'est comment discerner justement quelqu'un qui est évitant. Comment est-ce qu'on discerne quelqu'un qui est évitant au début d'une relation, d'une Ah, rencontre? au tout début, tu sais pas trop parce qu'il peut être très présent. Dans la période de séduction, tu sais, à la conquête, au départ, c'est tout sourire, tout machin. Et il peut même se méprendre sur lui-même parce que si tu veux, l'évitant, le vrai besoin, c'est il aspire au lien, à la connexion, donc à la fusion, tu vois. Donc au début, il se dit peut-être j'ai enfin rencontré la personne, nanana. Donc, il y a certains évitants qui qui plongent. Sauf que très rapidement, ils vont être saturés. Ils vont commencer à avoir peur que l'autre envahisse, que l'autre ait trop d'attentes, des exigences auxquelles ils ne pourront pas répondre. Donc, ils commencent à freiner des cas de fer. Mais c'est pas la seconde en général. Ça peut être, ça dépend des cas. Hein. Ça peut être assez rapide, comme ça peut être. Il y a souvent de la manipulation, mais pas très claire sur j'ai besoin que l'autre soit séduit. Hein. Parce qu'on a l'impression que pour avoir justement vécu enfin, eu des relations avec des personnes évitantes, on a l'impression que ce sont des personnes qui ressentent pas vraiment les émotions, tu vois. Je veux dire, qui n'ont pas l'air de vraiment souffrir de la Ah, rupture, oui. qui arrivent vraiment à mettre une forme de détachement, à ne plus penser à Oui. la situation. Je sais pas comment c'est possible, mais Bah, c'est quand la peur de l'intrusion monte que à ouais. ce moment-là, ils vont se couper émotionnellement et en s'isolant, hein, en se détachant, en s'isolant. Et Ça, donc, c'est en se refroidissant, tu vois. quelque part, c'est des personnes qui souffrent pas vraiment.
Bah, de... quand tu te coupes, alors le problème de la coupure émotionnelle, c'est un mécanisme de défense. Tu ne souffres pas. Derrière, il y a de la souffrance, mais tout est retenu en fait. C'est comme si tu étais sur un volcan, mais le volcan est à l'intérieur. Donc, tu as tout coupé. Mais tu le ressens pas, donc si tu le ressens pas, tu n'en souffres pas. Si, parce que c'est pas parce que les émotions sont refoulées, là, c'est la peur de l'intrusion, que, qu'elles vont s'envoler. Donc, à l'intérieur, il peut y avoir cette peur qui est méconnue, cette colère contre l'autre qui est, oh là là, tu vas encore me phagocyter. Et tant que c'est pas libéré et nommé, tu vas pas mettre, tu comprends que t'es coupé. Donc, mais ça veut pas dire que tu es coupé, ça veut pas dire que ça va bien, en fait. C'est des gens qui ont tendance à se dissocier. Donc, après, ils vont triompher dans l'isolement. Mais moi, quand ils viennent me consulter, j'arrive pas à me mettre en relation, en fait. Je suis jamais dans une relation saine. Donc, je finis par être triomphant, isolé, tout seul. Et c'est pas ce Mhm. qui serait. Tu comprends. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de souffrance quand tu es dans la coupure. C'est un système de défense qui a marché enfant, enfin qui a marché parce qu'ils n'avaient pas le choix, et qui continue de fonctionner pour pas souffrir. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ce qu'il y a de mieux, c'est de laisser les émotions traverser les unes derrière les autres au moment où elles arrivent, hein, Mhm. pour pouvoir les tolérer, pour que ça circule. Donc, de faire ce qu'on fait en méditation, une émotion arrive, je la vois, elle me traverse, elle a un début, une fin, et après ça passe, et ça passe, et ça passe. Sinon, tu es comme ça. Mais tu es sur un volcan. Mais est-ce que on va dire les alertes, après bon, quand je dis alerte, c'est parce que effectivement, enfin moi personnellement, j'ai vécu, hein, comme je te disais, j'ai vécu une relation avec quelqu'un qui était évitant et c'est vrai que c'était extrêmement compliqué et je me suis dit plus jamais ça. Donc est-ce que les alertes justement de ça entre guillemets, si on veut éviter de revivre ça en tout cas à ce point-là, c'est est-ce que les personnes qui tu vois, ne veulent pas vivre avec la personne, Oui, présenter la personne à leur famille, voyager, parfois ça peut aussi être compliqué, faire un simple voyage qui peut paraître quelque chose de banal. Est-ce que ce sont finalement le mariage aussi, ça peut être ça aussi, des indicateurs que la personne est évitante? oui. Et puis tu peux même, si tu es... Quand tu es anxieux, tu as tout intérêt tout le temps à clarifier, c'est-à-dire à poser des questions en clair. Que Euh, l'évitant n'a pas. Ben oui, parce que l'anxieux, il a du mal à poser des questions en clair parce qu'il veut pas, il fait du déni, il veut pas les réponses. Il veut tellement s'agripper il a du mal à confronter la personne en mode adulte en lui disant, bon, bah ok, bon, là, par exemple, tu dis que le mariage, c'est pas ton truc. Est-ce que ça veut dire pour autant que t'as pas ça te fait peur de t'engager ou tu pourrais t'engager éventuellement? Enfin, il faut poser des questions en clair. Hein. Mhm. Tu veux pas voyager? Est-ce que ça veut dire que tu veux pas me présenter à tes amis? Et Est-ce que parfois, la c'est personne, elle ne sait pas limite? elle-même. Tu sais, parfois, la personne, elle ne sait pas elle-même pourquoi, hein. C'est juste qu'il y a un... Justement, tu lâches pas l'affaire. Tu lui demandes quelles sont tes appréhensions, qu'est-ce qui se passe pour toi. Alors, si elle dit je sais pas, tu lâches pas. Je sais pas, tu prends pas. Je sais pas, bah, prends le temps de sentir. Tu lui mets pas le ultimatum et tu lui dis bah, peut-être il y a des peurs, je sais pas, parle-moi de tes peurs. Mais eux, ils ont du mal justement à parler de leur peur. Et ben justement, donc tu les approches en mode bienveillance, confiance. Qu'est-ce que je propose dans ces cas-là? C'est des exercices où, tu sais, comme on fait dans les tours de régulation, c'est-à-dire chacun prend la parole. Par exemple, tu poses une question, parle-moi de tes peurs, mais toi, tu vas pas résoudre un problème, ni chercher à interférer, ni à commenter. Et Mhm. après, c'est toi qui parles de tes peurs, et on en reste là. Tu vois, c'est euh, des exercices, on appelle ça de régulation émotionnelle. Mais est-ce qu'on peut quand même s'épanouir si, enfin, si une personne anxieuse et évitante, personne évitante, se met ensemble, est-ce qu'elles peuvent quand même s'épanouir l'une et l'autre malgré tout? Ou c'est En vraiment apprivoisant, ouais. contre... L'anxieux, alors il faudrait que l'évitant commence à mettre aussi ses limites, hein. S'il a besoin de solitude, qu'il dit, moi, voilà, mon précaré, c'est ça et ça et ça. Donc, à se positionner clairement, à Mhm, dire, ça, je peux te donner, ça, je ne peux pas te donner. Donc, attends-toi à ce que je ne serai pas tout le temps là. Attends-toi, bon, est-ce que tu peux gérer ou pas? Faut quand même la règle. Moi, à mon avis, l'exclusivité, c'est quand même mieux pour les anxieux, parce que les anxieux, gérer la non-exclusivité, t'imagines même pas le problème, c'est compliqué. C'est gérable, mais c'est très compliqué, parce que les bases insécures ont beaucoup de mal à gérer la, la non-exclusivité, en fait. Bon, voilà. Donc ça peut déjà les apaiser, mais souvent, ça ne suffit pas, parce qu'ils sont fusionnels, les anxieux, et ils peuvent avoir tendance à s'oublier eux-mêmes pour, tu sais, voilà, pour être au service de l'autre, et donc à pas être autonome, en fait.
Donc, l'évitant peut essayer de prendre un peu sur lui en disant clairement ce qu'il peut pas. Mais l'anxieux, de toute façon, a un travail à faire sur son autonomie, ne pas s'oublier, se rendre responsable de son bonheur, etc. De toute façon. Une question que je voulais te poser qui est générale aux relations de manière générale, quel que soit le profil d'ailleurs. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un au début, c'est une bonne idée pour être justement au clair et entre guillemets, même si c'est pas vraiment ta philosophie et la mienne non plus parce qu'on apprend toujours des choses, mais quand on veut malgré tout s'engager, on peut quand même entre guillemets perdre un peu de temps. Est-ce que parler dès le début, enfin poser la question, voilà, est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait peur en fait quand c'est partagé très vite. En tout cas, quand la question est posée très rapidement. Est-ce que tu... C'est T'es d'accord? possible, et en même temps, ça dépend des cas, des cas de figure. Tu peux avoir des hommes qui ont très envie de fonder une famille au moment où tu les rencontres, comme d'autres qui vont se dire, bon, c'est pas le moment, quoi. Elle veut m'attraper, tu vois, elle veut m'agripper, elle veut m'attraper, elle veut se caser, je suis que le géniteur. Donc, il y en a qui vont être honorés et d'autres qui vont se dire, tu sais, elle en veut à mon argent ou elle en veut. Mais on a eu une petite coupure dans l'interview. De batterie, panne de batterie, ça arrive. Certaines personnes, en tout cas, vont ne pas vouloir... Enfin, tu sais, ça va les faire fuir, en fait, de parler d'enfants, de vivre ensemble, etc. Juste, en tout cas, dans l'idée de savoir ce que l'autre personne veut, Ouais. ça peut les faire fuir. Et d'autres, non. Toi, tu disais qu'il y a des personnes qui, voilà, ça posait aucun problème d'en parler directement. Donc, Ah en oui. est-ce que enfin, est-ce que c'est pas forcément un conseil que tu pourrais donner de ne pas parler justement de ça Moi, trop? j'ai déjà dit souvent que commencer à être dans des stratégies pour agripper quelqu'un, pour attraper quelqu'un, je trouve ça moyennement sain, tu vois. Parce que tu commences par ne pas préciser que, que tu veux pas d'enfant particulièrement, alors que là, tu es hyper, c'est l'heure et que tu te dis, c'est mes dernières cartouches. Moi, ça m'arrive, hein, j'ai déjà des patients comme ça qui arrivent et qui me disent, mais attends, ça fait 6 mois, je trouve ça super notre relation, mais j'ose toujours pas lui mettre les points sur les i de peur de le faire fuir. Bah, à un moment donné, et le temps passe là. Et donc hyper angoissé, le temps passe, mais à un moment donné, il faut te positionner, c'est-à-dire soit ça passe, soit ça passe pas. Mais t'es hyper angoissé quand tu Non, maintiens c'est ça. ce non-positionnement. À un moment donné, c'est bien d'assumer, ça fait un tri, c'est ce que je disais. Et puis, ben, tu perds moins de temps et au moins, tu es cohérent par rapport à tes valeurs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à lâcher ces histoires d'enfants ou pas? Si tu es prêt à lâcher, à ce moment-là, bah, t'assumes. Mais si tu n'es pas prêt à lâcher, assume aussi. Alors, du coup, ça, c'est une question vraiment très intéressante et je pense que ça parlera, à mon avis, à pas mal de personnes. En tout cas, moi, ça me parle. Je pense que, parce que, voilà, vraiment, donc toi, moi je pense aussi que quelque part, quand tu rencontres quelqu'un, il vaut mieux être sincère, parce que c'est ça, hein, quelque part, c'est être sincère directement, et que si Oui. la personne en face de toi est dans la même dynamique que toi, en général, ça va pas lui faire peur, puisque c'est ce qu'elle veut aussi. Donc, deux personnes Euh, s'accordent. Si ça fait peur, c'est que quelque part, c'est ce que la personne ne veut pas ça. c'est ça, c'est ça. Elle veut pas, elle a le droit, hein. Mais Et parfois, toi, j'ai qu'est-ce que tu l'impression, veux? Au parfois, fond, est-ce que tu veux le couple ou est-ce que tu veux le couple avec enfants? Ça, c'est sur la question des enfants. Si tu es prêt à lâcher, que c'est pas si grave que ça, ou tu es prêt à attendre encore un an, voir si ça fonctionne bien, parce que tu peux pas faire des enfants à la seconde non plus, hein. Il faut quand même que on s'entende bien pour faire des enfants. Donc, si tu es prête à expérimenter 6 mois, un an, 2 ans de relation avant de faire des enfants, pourquoi pas? Il faut être un peu au clair sur qu'est-ce que je suis prête à négocier, qu'est-ce que je suis pas prête à négocier, tu vois. Et tu as des personnes qui vont te dire, des coachs, ou d'autres personnes qui vont te dire, tu sais, des coachs, des love coachs, qui vont te dire, oui, mais, ou même des personnes de manière générale qui vont dire, oui, mais en fait, ça peut évoluer avec le temps, tu peux ne pas, et c'est vrai en plus, tu peux ne pas vouloir C'est vrai d'enfant, aussi. et en fait, finalement, tu es tellement bien avec la personne, tu te sens bien dans ta vie, et à un moment donné, tu as envie d'avoir des enfants. Donc, est-ce Oui, que c'est un risque à prendre ou pas pour toi? tu imagines que les évitants, d'un coup, en les apprivoisant, ils pourraient changer d'avis. C'est ça que tu veux dire en fait, hein. D'un coup, ils veulent pas Pas s'engager. forcément les Puis, évitants, pas ça se passe forcément bien, les ils se sentent en évitants, mais confiance, ils veulent s'engager. Ben, Mais il y a des gens de manière générale, tu vois, en fait, tu as des personnes pour qui ça vient parfois très tard de voir des enfants. C'est pas quelque chose c'est pas un projet qu'ils ont depuis très ça, très c'est sûr. Ça, c'est longtemps. le postulat de l'impermanence, que tout change tout le temps et que tu peux être dans un positionnement aujourd'hui, demain, après-demain, tout peut changer. Oui, tout peut changer tout le temps. Après, tu as des personnes qui, dans leurs valeurs, c'est vrai, c'est faux. À chaque fois, ben, on peut toujours relativiser. Euh, Effectivement, tu as des personnes qui se mettent en confiance et qui évoluent
parce que le lien apprivoisé, mais c'est pas faux, d'un coup, elles se détendent de la vigilance à la sécurité. Donc, d'un coup, elles se disent, ah, pourquoi pas, finalement, c'est pas une galère, l'autre me prend pas, me bouffe pas mon air, tu vois. Et puis, tu as des personnes qui ont quand même des valeurs du style me mettre sur le même toit, oh là là, me marier, oh là là, faire des enfants, c'est pas ma tasse de thé, et elles changeront pas d'avis, hein. Donc, quelque part, Donc, en résultat, en résumé, tu peux tenter, si tu as envie, hein, de tenter le coup en disant, bon, on va pas. Mais combien de temps tu te laisses pour dire peut-être cette personne peut changer d'avis, elle peut bouger, c'est-à-dire elle peut, tu vois, être apprivoisée et d'un coup, au bout de 6 mois, un an, avoir envie de fonder un foyer alors qu'au départ, elle était quand même en train de freiner des cas de fer. Jusque combien de temps tu te laisses explorer? Sois un peu au clair là-dessus, parce que si tu es pressé par l'heure, l'horloge biologique, c'est quand même toi qui dois aviser de tes envies, de tes désirs, et jusqu'où tu es prête à les lâcher. Parce que le problème, c'est pas de faire des enfants ou pas de faire des enfants, hein. C'est est-ce que tu peux être tranquille avec le fait de ne pas regretter de ne pas en faire. Si tu peux pas lâcher et que c'est une question de vie ou de mort, à ce moment-là, il va falloir peut-être être un peu plus dans je mets la pression à l'autre, hein. mais du coup, donc, ouais, quelque part, évidemment un risque qu'on prend si on est face à quelqu'un qui te Ah dit oui, je ne veux pas. Et autre chose aussi, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est parfois des gens qui te disent je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à être en relation. Là, la même chose, est-ce qu'il faut écouter ce qu'on te dit dès le départ? Ou est-ce que, parce que des fois, je trouve que les actions et les paroles sont vraiment en contradiction. Il y a des gens qui te bien disent sûr, évidemment, puisqu'on a prêt. tous le désir d'être en connexion avec un autre. Après, c'est les peurs. Je ne suis pas prête si j'ai peur. Et tu vas t'interroger si l'autre peut parler un peu de sa vie intime, c'est quoi tes peurs? De quoi tu as peur? De quoi tu as le plus peur? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver au pire? Parle-moi de tes peurs. Parce qu'effectivement, on est complètement toujours contradictoire. N'oublie pas qu'on est incohérent au possible tous les uns les autres. Tu vois, on dit un truc, on parle dans l'autre sens. Donc bon, donc c'est les peurs qui prennent le pas, qui créent la défense. Et qu'est-ce Donc je qu'il ne faut suis pas écouter? prêt, ça veut dire dans le discours, je te dire je ne suis pas prêt. Derrière, je suis en train de te dire dans le message caché, j'ai eu des mauvaises expériences ou je suis sur une base anxieuse ou évitante, etc. J'ai peur. J'ai envie, j'ai peur, on te dit. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est écouter ce que la personne dit ou regarder ce qu'elle fait plutôt? Alors là, c'est refléter ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est-à-dire à la fois refléter, tiens, tu me dis que tu n'es pas prête à t'engager, en même temps, tu es dans la relation ici et maintenant avec moi. Donc manifestement, tu as quand même un pied dans le lien, hein. Sinon, tu ne me rencontres même pas du tout, quoi. Si tu veux rien, tu veux quoi en fait? Pourquoi tu es là, quoi, en clair? Bon, bah oui, tu veux quoi? Tu veux juste un épisode d'une soirée? Tu veux 2 soirées? Bon, voilà. Donc, il y a quand même un endroit où tu as envie d'être là, parce que sinon, tu ne me parlerais même pas. Et il y a une autre partie qui a peur, mais qui n'est pas prête à s'engager, qui a peur. Donc, quand je te reflète ça, en fait, quand je te fais le miroir, qu'est-ce que ça dit sur toi? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mhm. Tu vois. Ok, écoute, il nous reste rapidement le dernier point Désorganisé. organisé. On va... Donc, ça, c'est les enfants qui ont été vraiment souvent très maltraités dans l'enfance ou avec un parent ambivalent, si tu veux, chaud-froid, froid-chaud, toujours en vigilance, hein. Mhm. Désorganisé, c'était le chaos, quoi. Soit l'arrivée sur Terre, soit la toute petite enfance, enfin vraiment, c'est le parent sur qui tu peux pas compter, imprévisible. Donc, Qu'est-ce que ça ouais. crée comme adulte, ça? Comme Hein. profil? Qu'est-ce que ça crée comme attitude? Ah bah, ça fait des liens d'attachement qui sont vraiment ambivalents pour le coup, tu vois. Eux-mêmes, ils sont soit dans l'ambivalence, soit ils font chaud-froid eux-mêmes, soit ils peuvent pas s'attacher, ou ils s'attachent en mode séduction, mais je peux rien te donner, en mode manipulation, en mode je dis, je fais pas, enfin tous les côtés attachement pas sain, quoi, ou maltraitant, ou tu vois, ou pervers, ou enfin, des Alors, c'est trucs. ça que je vais te poser comme question. Est-ce que le désorganisé est forcément le profil pervers narcissique Non, tu as tout. Tu peux avoir des gens qui sont très, très dépendants, qui sont très désorganisés, hein. Tu vois, ça peut être les très dépendants, c'est pas les petits. Tu peux avoir des gens qui ont vu et qui ont vécu des attachements désorganisés petits. Donc, le désorganisé, c'était, de ce que j'avais entendu dans une Oh. autre vidéo, c'était la personne qui est quelque part toujours dans la peur paranoïaque d'être trahie, dans Ouais, cette... méfiance, trahi, c'est un peu le profil psychopathe antisocial. C'est toujours, je me dis, on va m'abuser, on va me manipuler, on va m'avoir. Je suis en mode méfiance.
que ce soit pour les abus sexuels, hein, sur la sexualité, ou que ce soit sur les abus en général. On va me trahir, on va je sais pas quoi. Et donc, elles sont malheureuses parce qu'il y a de la souffrance à jouer. Moi, je suis ma hausse costaud et je suis là en suspicion qu'à un moment donné, il va y avoir un truc qui va me tomber sur la tête, quoi. Donc, c'est très souffrant, hein. Et ça, c'est du coup, ce sont des personnes qui passent de, on va dire, de l'évitant à l'anxieux, en Et fait. oui, c'est je peux pas faire confiance. Donc, l'anxieux, je peux pas faire confiance, mais je m'agrippe. Je peux pas faire confiance, mais là, je domine, là. Mais là, je vais te lâcher, je vais te rejeter avant d'être rejeté. Ou je vais te suspecter, te contrôler, tu vois. Mhm. Voilà. Ok, ok, ok. Et ça, je pense que c'était 5% de la population, hein, en Oui, moyenne. c'est très, très faible, hein. Oui, c'est pas une majorité, hein. Mais bon, voilà, ça existe. Il y a des personnes qui ont été très, très malmenées enfants. Donc, c'est Oui. sûr qu'ils ne peuvent pas avoir un attachement très stable, si tu veux. Donc, tu vois, quand tu as un attachement sécure, ça va te donner une sécurité intérieure, donc une stabilité en général dans ta vie. Un sentiment d'être plutôt stable. Tu passes les vagues des épreuves, mais tu retrouves assez facilement ta stabilité. Ici, tout est instable à l'intérieur, et donc tout va être instable dans le monde extérieur, et y compris dans tes liens d'attachement, et surtout dans les liens d'attachement à des personnes privilégiées. Ok. Mais écoute, en tout cas, merci Véronique pour enfin, pour les profils qu'on vient de voir. Je trouve que c'était très riche. D'ailleurs, pour les personnes hein, qui veulent voir, parce que je t'avais fait justement des vidéos, enfin des interviews avec beaucoup de précision sur ces profils-là, donc ils peuvent toujours aller voir. Oui. Ouais, ils peuvent aller voir les compléments. On peut te retrouver. Comment est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors là, sur les profils d'attachement évitant, anxieux, désorganisé, ça c'était sur la psychologie pour tous, je crois, hein, sur Oui, ce site-là. oui, Sinon, j'ai ma chaîne, bah, de toute façon, tu vas mettre le lien, j'ai ma chaîne à mon nom, Véronique Cohn, chaîne YouTube. Après, toutes les vidéos sont aussi sur mon site, Véronique Cohn. Et sur mon site aussi, bah, je présente pas mal de conférences, d'ateliers, d'événements, des Zooms, plein de choses, des lives, voilà. ok. On peut me retrouver facilement avec mon nom, c'est tout. Ok, super. Bah écoute, je mettrai tout ça évidemment en description de la vidéo, de l'interview. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite évidemment à la partager. Mettez-nous en commentaire quel profil vous êtes. Ça m'intéresse de savoir dans quoi vous vous reconnaissez. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.